Salut à toutes et à tous. Oh là là, je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui, beaucoup plus nombreux que d'habitude. À moins que vous ne soyez dans un état quantique et que chacun d'entre vous soit à plusieurs endroits à la fois. Ça va, Fred? Ou t'as pété un boulon? Non, je te remercie, tout va très bien. C'est juste une façon d'introduire le sujet d'aujourd'hui, car on va vous parler des ordinateurs quantiques. Et forcément, pour ça, il nous faut bien aborder quelques notions de ce que l'on appelle la mécanique quantique. Alors je sais, ça agace certains scientifiques, avec raison sans doute, de réduire le principe de superposition quantique, l'un des principes de base de cette physique, à une sorte de don d'ubiquité. Comme si nous pouvions être à plusieurs endroits à la fois. Non, évidemment, ce n'est pas possible. Quand je suis là, je ne peux pas être en même temps sur une plage du Brésil à me faire dorer la pilule. Dommage, j'adore le Brésil. Oui, mais non, c'est pas possible. D'après les lois de la physique classique, on a tous un état parfaitement défini. Quand on est là, on n'est pas ailleurs. Et comme dit ma grand-mère, quand on a la tête ailleurs, on n'est pas là. Ouais, faut voir, hein. En revanche, quand on pénètre dans le monde de l'infiniment petit, à l'échelle des atomes, alors là, les règles du jeu sont complètement différentes. Une particule peut se trouver à plusieurs endroits à la fois. Ah oui, c'est ouf ça. Oui, je sais, ça paraît étrange, très difficile à concevoir même, et pourtant, c'est comme ça dans le monde quantique. On va tout vous expliquer. Allez, c'est parti pour le sommaire. Un chat vivant et mort à la fois. Une clé à deux endroits en même temps. Deux dés qui tombent toujours sur la même face. Partons explorer les bizarreries de la physique quantique. Elles sont au cœur du fonctionnement des futurs ordinateurs quantiques. Mais d'abord, la physique quantique, c'est quoi? Comment une particule peut-elle être à deux endroits à la fois? Comment fonctionne un ordinateur quantique? À quoi ça sert? Avant de répondre à ces questions, les physiciens se sont creusé la tête pour expliquer les phénomènes qu'ils observaient. Des origines de la physique quantique aux premiers prototypes d'ordinateurs, on vous racontera tout. Allez, pas de temps à perdre, entrons dans l'univers quantique. Bon allez, c'est parti. Oubliez un instant toutes les lois de la physique classique qu'on vous a enseignées à l'école, enfin juste un instant, et laissez-vous guider. Vous allez voir, c'est surprenant, intriguant, ça ressemble à de la science-fiction, et pourtant les observations scientifiques sont là pour constater ces phénomènes qui défient, disons, notre sens commun. Oh, impossible de trouver la clé de ma voiture. Tu ne l'aurais pas vue par hasard? Non, la petite voix. Mais tu devrais la trouver exactement là où tu l'as laissée. Car à notre échelle, ta clé, ta plante, ou même ton chat, bref, tout ce qui nous entoure, a une masse, une position ou encore une vitesse bien définie. Par exemple, ta clé pèse 50 grammes. Elle est posée sur la table du salon et bien sûr, sa vitesse est nulle. L'ensemble de ces valeurs définit l'état physique de ta clé et elle n'en a qu'un seul, parfaitement défini. Cette vision du monde et de nos objets quotidiens est bien décrite par la physique dite classique. Mais dans un monde de science-fiction, imaginons que ta clé soit maintenant à plusieurs endroits en même temps, à la fois dans le salon et dans la cuisine. Ma clé, en même temps, à plusieurs endroits? C'est pas possible. Oui, c'est généralement impossible pour les objets à notre échelle, mais c'est courant pour des objets microscopiques. Si on extrait par exemple un atome de ta clé et qu'on l'isole dans le vide, sans lumière, on observe des situations qui nous demandent de changer radicalement notre vision du monde. L'atome peut en effet être placé dans 2, 3 ou même une infinité d'endroits à la fois. On dit alors que l'atome est dans une superposition quantique cohérente d'états. Ce phénomène est un cas particulier d'un principe de base de la physique quantique. Une branche de la physique qui décrit bien le monde microscopique. Mais l'atome, lui, comment fait-il pour être à plusieurs endroits? À l'échelle microscopique, l'atome a une propriété qui n'a pas d'équivalent dans notre quotidien. Il se comporte tantôt comme une particule, tantôt comme une onde. Et oui, quand il n'est pas observé, l'atome doit être assimilé à une onde. Comme elle, il est un peu présent partout à la fois, de la même façon que l'eau est un fluide présent partout le long d'une vague. En revanche, dès qu'on mesure précisément sa position, c'est-à-dire dès qu'on l'observe, l'atome se voit forcé à adopter une position unique et redevient alors une particule. T'as pas un exemple pour bien comprendre? Faisons une petite expérience. Face à nous, un mur avec 2 fentes étroites. De l'autre côté du mur, un écran.
L'atome, envoyé en direction du mur, est une onde qui se propage. Quand l'atome n'est pas arrêté par ce mur, l'onde passe à travers les deux fentes en même temps. Et l'atome est donc bien à deux endroits à la fois. De l'autre côté du mur, les ondes passées par chacune des fentes additionnent leurs creux et leurs bosses. On dit qu'elles interfèrent. En certains points, deux creux ou deux bosses s'additionnent pour donner un grand creux ou une grande bosse. Alors qu'en d'autres points, un creux et une bosse se compensent. Quand l'onde de l'atome arrive sur l'écran, qui en fait l'observe, elle est réduite instantanément en une particule. L'atome apparaît alors en un point aléatoire, avec d'autant plus de chances que l'amplitude de l'onde était grande en ce point. Ainsi, en envoyant successivement un grand nombre d'atomes, on voit apparaître sur l'écran une alternance de tâches où les atomes arrivent et où ils n'arrivent pas. Ces tâches sont la preuve que chaque atome passe par les deux fentes à la fois. Incroyable! C'est magique la physique quantique. Et pourquoi ça ne fonctionne pas avec ma clé? Lorsque ta clé est posée sur la table basse du salon, elle n'est pas dans un environnement vide. Regarde, elle est baignée par de nombreuses particules qui viennent se cogner contre ces atomes. Parmi ces particules, il y a les photons qui composent la lumière, les atomes de l'air ou encore ceux de la table basse. Dès que ces particules entrent en contact avec les atomes de ta clé, elles en révèlent la position exacte. Ta clé perd la capacité de se délocaliser comme une onde. C'est ce qu'on appelle la décohérence quantique. On dit aussi que la clé est mesurée par son environnement. C'est pourquoi tout ce qui nous entoure au quotidien, comme ta tasse à café, ton canapé ou même ton chat, ne sont jamais à plusieurs endroits à la fois. Compris. Mais au fait, pourquoi parle-t-on de physique quantique? Ah ça, c'est parce que l'énergie des atomes ne peut varier que par paquets, appelés quanta. C'est grâce à cette découverte que la physique quantique a commencé. C'est d'ailleurs facile à visualiser avec l'un des atomes extraits de ta clé. Regarde, l'électron le plus à l'extérieur de l'atome ne peut se trouver qu'à l'intérieur de régions de forme et de taille bien définies, les orbitales. Quand l'électron passe d'une orbitale à une autre plus proche du centre, par exemple, il perd de l'énergie. Il émet alors un grain de lumière appelé photon, toujours de la même énergie. C'est le fameux paquet ou quantum d'énergie. A l'inverse, si un photon d'exactement la même énergie traverse l'atome, il se peut que l'électron absorbe cette énergie et saute de l'orbitale basse à celle plus éloignée du centre. C'est clair. La physique quantique, c'est la physique des échanges par paquets et des superpositions d'états. Et grâce à ma table du salon, ma clé n'est pas quantique. Je l'ai donc bien retrouvée exactement où je l'avais laissée, sur la table du salon. Et mes lunettes? T'as pas vu mes lunettes? Ah, ça, tes lunettes, c'est une toute autre affaire. Vous avouerez que c'est quand même bizarre cette histoire de superposition quantique. Car pour résumer, si je regarde cette particule qui est devant moi, elle est là, dans un état et un endroit parfaitement définis. Et si maintenant je me retourne et j'arrête de l'observer, ou si j'enlève tout capteur qui l'observe, eh bien voilà le résultat, voilà ce qui se passe. Ben, il se passe rien. Bah oui, mais toi aussi, il faut que tu arrêtes de l'observer. Ok, je ferme les yeux. Promis. Promis. Et voilà, maintenant, cette particule est un peu partout à la fois. En fait, elle se comporte comme une onde. Mais attention, quand je vais recommencer à l'observer. T'es prête, la petite voix? Ok, décompte. 3, 2, 1. Top! Et voilà, elle est redevenue une particule parfaitement définie dans l'espace à un endroit donné. Ça paraît complètement irréel. Ou peut-être que le réel, du moins tel que nous le voyons, n'existe pas. Ça fait partie des grandes questions que nous pose la physique quantique. Mais revenons à notre sujet qui, lui, est bien réel aujourd'hui, le développement des ordinateurs quantiques. Ah ben enfin, on y arrive. Oui, on y arrive, mais pour comprendre comment fonctionne un ordinateur quantique, il fallait d'abord rappeler quelques principes de mécanique quantique. En effet, un ordinateur quantique, ça marche grâce à des bits
quantiques, ce que l'on appelle des qubits, autrement dit des zéros et des 1 qui peuvent se trouver dans ces deux états à la fois, en même temps 0 et 1. C'est le principe de superposition qu'on vient de voir. Et si l'on arrive à parfaitement maîtriser l'utilisation des qubits, alors là, ces ordinateurs quantiques offrent la possibilité de réaliser des calculs phénoménaux en un rien de temps. T'as pas un exemple ? Eh bien, allons-y. Demandons à un ordinateur classique et à un ordinateur quantique de faire, par exemple, une recherche précise dans une banque de données gigantesque. Et vous allez très vite comprendre la différence. Allez, à toi de jouer. Je cherche le livre L'ordinateur quantique, c'est fantastique. Tu ne saurais pas où il est rangé par hasard ? Non, la petite voix. Mais on devrait trouver la réponse grâce à l'ordinateur de cette bibliothèque. Regarde, je t'explique comment il fonctionne. Tout d'abord, tu dois savoir qu'un ordinateur classique comme celui-ci utilise un langage particulier, le langage binaire. C'est-à-dire qu'une photo, un jeu vidéo ou même les titres des livres de cette bibliothèque, bref, toutes les informations stockées et traitées par un ordinateur sont traduites dans une suite de 0 et 1. Chaque 0 et chaque 1, c'est ce qu'on appelle un bit. Ces suites de 0 et 1 sont stockées dans des cases mémoire numérotées avec des adresses bien précises, comme l'adresse qui indique où tu habites, par exemple. D'accord, mais il en fait quoi l'ordinateur de ces 0 et 1 à telle ou telle adresse ? Eh bien, il les additionne, il les multiplie, ou encore il les compare grâce à des petits circuits électroniques appelés portes logiques. Ces portes effectuent toutes sortes d'opérations logiques simples et délivrent elles-mêmes un résultat sous la forme d'un 0 ou d'un 1. Par exemple, si à l'entrée d'une porte logique de comparaison, il y a un bit 0 et un bit 1, à la sortie, on obtient un 0. Mais si à l'entrée, les bits sont identiques, alors en sortie, on obtient un 1. Ok, mais ça ne me dit toujours pas comment ces portes logiques vont trouver l'emplacement de mon livre. Pour bien comprendre, reprenons le titre de livre que tu cherches. L'ordinateur l'enregistre dans une case de sa mémoire. Dans d'autres cases, des titres de livres sont déjà enregistrés. Chacun a une adresse correspondant à sa place dans la bibliothèque. Pour notre explication, limitons-nous à une liste de 4 titres aux adresses 0, 1, 2 et 3. Mais souviens-toi, tout est exprimé en 0 et 1. Voilà donc ce qu'on obtient. À présent, ton ordinateur va utiliser un réseau de portes logiques pour comparer les bits de ton titre avec ceux de chaque titre de la liste. Ce réseau de portes, on l'appelle souvent oracle. Allez l'oracle, on compare. Je suis impatiente de retrouver ce livre. C'est parti. Commençons avec le premier titre. Dans l'oracle, ce titre est comparé avec celui que tu cherches. À la sortie de l'oracle, le résultat est un 1 si les titres comparés sont identiques, sinon c'est un 0. Dans notre exemple, c'est 0 pour le premier titre testé. L'ordinateur sollicite alors une nouvelle fois l'oracle avec le titre suivant dans la liste. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'oracle finisse par identifier le bon titre et la bonne adresse. Ici, c'est l'adresse mémoire numéro 2. Le livre se situe donc à l'emplacement numéro 2 dans la bibliothèque. Eh ben, il a eu du boulot l'oracle. Il n'y aurait pas un moyen plus rapide quand même ? Si, en utilisant un autre type d'ordinateur, un ordinateur quantique. Lui utilise des bits quantiques, on parle donc de qubits, et on les distingue des bits classiques grâce à ces petits signes à gauche et à droite des valeurs. Ces qubits obéissent aux règles de la physique quantique, et notamment au principe de superposition, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre les valeurs 0 et 1 en même temps. Grâce à ce principe, les 4 titres et les 4 adresses peuvent tous être superposés en même temps dans des groupes de qubits. Ces groupes forment la Q-mémoire. Ok, et après ? Après, ces groupes de qubits sont connectés à l'entrée d'un oracle quantique, un Q-oracle, composé de portes logiques quantiques, des Q-portes. On les enchaîne au cours du temps pour réaliser ce qu'on appelle un algorithme quantique. Le Q-oracle est alors capable de comparer tous les titres de livres de la liste à ton titre en une seule fois. Autrement dit, l'ordinateur quantique peut donc réaliser une quantité astronomique de calculs en même temps. C'est ça qui lui donne toute sa puissance. Efficace ! Il n'y a plus qu'à lire le résultat alors ? Oui, à la sortie du Q-oracle, la bonne adresse est identifiée et donne ici un 0 en sortie. C'est l'adresse numéro 2. Ton livre se situe donc à la place numéro 2 dans la bibliothèque. Finalement, au lieu de 1, 2 ou 3 appels à l'oracle classique, ton livre a été trouvé en un seul appel au Q-oracle. Super ! C'est quand même plus efficace. Oui, et cette méthode de recherche, appelée
algorithme de Grover, est d'autant plus efficace que le nombre de livres est grand. Par exemple, si tu cherches l'emplacement d'un livre dans une bibliothèque en contenant 100 millions, il faudra en moyenne 50 millions d'appels à l'oracle classique, contre seulement 8000 appels environ à l'oracle quantique. Le nombre d'appels augmente toujours avec le nombre de livres, mais beaucoup moins vite avec l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique reste donc plus efficace. Et pour ne rien te cacher, il faut savoir aussi qu'au-delà de 4 titres, cet algorithme donne le bon résultat avec de très fortes chances, mais pas à coup sûr. Il est donc nécessaire de répéter l'algorithme quelques fois si on veut être totalement certain de la réponse. Quoi qu'il en soit, l'ordinateur quantique reste très efficace pour résoudre certains calculs mathématiques qui deviennent impossibles à résoudre avec les ordinateurs classiques au-delà d'un certain volume de données. Bon, maintenant que je sais comment fonctionne un ordinateur quantique, je n'ai même plus besoin d'aller chercher ce livre. Merci la grosse voix. Bon alors là, on a pris un exemple, disons, gentil. Rechercher un livre parmi des milliers de livres dans une bibliothèque. Mais il faut imaginer qu'avec un ordinateur quantique, certains algorithmes pourraient réussir à casser, en quelques minutes seulement, les systèmes actuels de cryptographie. Ceux qui nous servent par exemple au chiffrement de nos transactions bancaires, ou encore au codage de communications classées secret défense, ce qu'un ordinateur classique mettrait des années à calculer et à décoder. Mais bon, même si les recherches avancent, il y a encore quelques obstacles à surmonter et ils sont de taille. Notamment pour qu'un ordinateur quantique fonctionne, il faut que ces qubits conservent leurs propriétés quantiques au moins le temps du calcul. Et c'est bien là le problème. En effet, à cause des interactions avec l'environnement, comme par exemple la lumière ou un champ magnétique, les qubits perdent leurs propriétés quantiques. Et donc, ça fausse les calculs. Eh ben oui, t'as tout compris. Et plus le système comporte de qubits, plus le temps pendant lequel il reste cohérent, donc capable de faire des calculs justes, devient court. Pas simple à résoudre, mais on continue de progresser. D'ailleurs, maintenant, je vous propose de découvrir la folle aventure de la physique quantique, depuis ses origines jusqu'à la mise au point des premiers prototypes d'ordinateurs. À la fin du 19e siècle, les savants pensent avoir bien compris les phénomènes physiques de notre monde. Ils parviennent à expliquer par exemple le mouvement des planètes ou pourquoi une pomme tombe au sol, et cela grâce aux lois de la mécanique classique du célèbre physicien britannique Isaac Newton. En thermodynamique, les physiciens établissent le lien entre chaleur et énergie mécanique, ce qui conduit à l'invention de la machine à vapeur. Les savants s'intéressent aussi de près à la lumière. Ils établissent les grandes lois de l'optique, où la lumière se comporte comme une onde. C'est d'ailleurs ce qu'a montré Thomas Young, physicien et médecin britannique, dans son expérience dite des fentes de Young. Malgré ces progrès, une expérience reste inexpliquée par la physique classique. Lorsqu'un forgeron chauffe une barre de métal, elle devient rouge vif, puis jaune, puis blanche au fur et à mesure que sa température augmente. Mais quand les scientifiques tentent de décrire la proportion de chaque couleur dans la lumière émise, les lois de la physique classique prédisent une proportion beaucoup trop forte de violet. On parlera plus tard de catastrophe ultraviolette. Pour résoudre ce problème, les physiciens sont donc obligés de penser la physique autrement. Dès 1900, le physicien allemand Max Planck s'attaque au problème de la catastrophe ultraviolette et finit par trouver une solution. Il remarque que tout se passe comme si l'échange d'énergie entre la barre en métal et la lumière ne se faisait pas de manière continue, comme les scientifiques le pensent jusqu'alors, mais par petits paquets d'énergie bien définis, des quantas. Cette fois-ci, les calculs correspondent aux observations. Pourtant, Max Planck lui-même a le plus grand mal à accepter son hypothèse, car elle contredit ses convictions les plus profondes. En 1905, le célèbre physicien Albert Einstein prend très au sérieux l'idée de Max Planck. Il confirme que la lumière échange bien de l'énergie avec la matière sous forme de petits paquets d'énergie, des particules. Et il va encore plus loin. Il fait l'hypothèse que la lumière elle-même serait composée de ces petits paquets d'énergie qui seront plus tard baptisés photons. Et pourtant, les scientifiques pensaient jusqu'alors que la lumière était une onde. Alors la lumière, onde ou particule ? Après les travaux d'Albert Einstein et de Max Planck, le chercheur français Louis de Broglie propose en 1923 aux physiciens de mettre tout le monde d'accord. La lumière, ainsi que toute matière, est à la fois une particule et une onde.
Cette physique des quanta marque le début de la physique quantique, celle qui décrit les objets à l'échelle des atomes. Après la Première Guerre mondiale, les scientifiques ont de l'appétit pour les idées neuves. C'est pourquoi la physique quantique suscite l'intérêt de jeunes physiciens qui mettent en place ses principes fondateurs, comme l'Autrichien Wolfgang Pauli, qui en 1925 explique que deux particules identiques ne peuvent pas avoir en même temps la même vitesse et la même position. C'est le principe dit d'exclusion. 2 ans plus tard, l'Allemand Werner Heisenberg introduit l'idée qu'il n'est pas possible de mesurer en même temps, avec une précision infinie, certaines propriétés d'une particule, comme sa position et sa vitesse. C'est le principe dit d'indétermination. En 1925, l'Autrichien Erwin Schrödinger est le premier à trouver l'équation qui décrit comment un objet peut être à la fois une particule et une onde. En 1935, il imagine aussi une situation paradoxale, où un chat et un atome radioactif sont placés dans une boîte. Si l'atome se désintègre, l'énergie fournie actionne un marteau qui casse une fiole contenant un poison. Si on ouvre la boîte, le chat est donc soit mort, soit vivant. Mais tant qu'elle est fermée, l'atome est à la fois intact et désintégré. Et donc, le chat est à la fois mort et vivant. En réalité, le physicien veut montrer que la physique quantique a des conséquences qui lui semblent inacceptables. Reste qu'à partir de là, les bases de la physique quantique sont posées et les physiciens inventent, dans les années 1950, les lasers ou encore les transistors, les premières applications quantiques de notre quotidien. La première révolution quantique est en route. Depuis le début du XXe siècle, une question reste en suspens. Comment deux particules, émises ensemble, peuvent-elles se trouver dans un état quantique si spécial qu'une mesure sur l'une affecte instantanément l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare? On parle de particules intriquées. Un peu comme si 2 dés, lancés ensemble, puis séparés pendant qu'ils roulent, finissaient toujours par tomber sur la même face. En 1982, Alain Aspect, physicien français, montre que l'intrication existe bel et bien. Et pour la première fois, le physicien américain Richard Feynman évoque l'idée de machine quantique. En 1985, le Britannique David Deutsch démontre quant à lui tout le potentiel de l'intrication quantique dans de telles machines. La deuxième révolution quantique est lancée. Sur cet élan, Peter Shor, mathématicien américain, invente en 1994 un algorithme quantique pour décomposer de très grands nombres en produits de nombres premiers. 2 ans après, l'informaticien américain Love Grover met au point un algorithme pour, par exemple, trouver rapidement une personne dans un annuaire à partir de son numéro de téléphone. 2 problèmes beaucoup plus difficiles pour les ordinateurs classiques. Malgré tout ça, beaucoup de physiciens craignent que ces algorithmes ne puissent pas être mis en pratique à cause des erreurs liées à la décohérence quantique. Mais heureusement, Robert Kelderbank, Peter Shor et Andrew Steen inventent en 1996 les premiers codes correcteurs d'erreurs quantiques qui détectent et corrigent les petites fautes de calcul. Ouf! Aujourd'hui, beaucoup de nos objets du quotidien existent grâce à la première révolution quantique. Les lasers, par exemple, permettent de lire nos CD et DVD, de faire fonctionner les lecteurs de code barre ou encore de découper des tôles dans l'industrie. Il y a aussi les horloges atomiques qui donnent avec précision l'heure qui s'affiche sur notre smartphone ou notre position sur le GPS. Sans oublier la physique quantique du solide qui conduit aux transistors et circuits intégrés, composants essentiels de nos ordinateurs actuels. Et quid de l'ordinateur quantique? Même s'il n'est pas destiné à remplacer notre ordinateur, les grandes sociétés telles que Microsoft, Google ou encore IBM investissent actuellement dans des travaux de recherche sur l'informatique quantique à usage commercial. Leur objectif, résoudre avec un algorithme quantique un problème impossible à solutionner avec un ordinateur classique. Résultat, en 2016, IBM propose un petit processeur quantique à 5 qubits, accessible à tous sur Internet. En 2017, Atos lance un gros calculateur classique capable de simuler un ordinateur quantique de 40 qubits. Une première. Enfin, IBM présente en 2019 l'IBQ System One, une machine de 20 qubits. Pour l'instant, il ne s'agit que de prototypes qui ne corrigent pas encore les erreurs, mais la recherche bat son plein.
Donc voilà, pour conclure, l'ordinateur quantique est encore à l'état expérimental. Et surtout, il faut dire qu'il n'est pas destiné à remplacer nos ordinateurs classiques, car ses applications seront très différentes. En fait, il sera utile pour répondre à des besoins très spécifiques. Par exemple, pour l'armée ou pour les banques, il permettra d'améliorer les systèmes de cryptographie. Ou encore, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il permettra de trier et d'analyser très vite des informations dans des bases de données gigantesques. Ce qui permettra, par exemple, d'avoir des diagnostics médicaux plus précis ou tout simplement des moteurs de recherche plus performants sur Internet. Mais pour faire des calculs, disons, classiques, l'ordinateur quantique n'ira pas plus vite et ne sera pas meilleur que nos ordinateurs actuels. Ah bon ? Eh oui, quoi qu'il en soit, les recherches actuelles sont fertiles pour la recherche fondamentale, car elles permettent de mieux comprendre cet univers quantique, et puis forcément, elles ouvrent la voie à une nouvelle révolution technologique. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur la mécanique quantique, et si elle vous a plu, eh bien... N'hésitez pas à la partager et à nous laisser vos questions et vos commentaires. Mais, j'allais le dire, et nous y répondrons dans une prochaine vidéo qui nous emmènera aussi à la rencontre des physiciens du groupe Quantronic du CEA. Ils nous ont ouvert les portes de leur fascinant laboratoire à Saclay. Allez, Ciao et vive la science! oui c'est ça. Salut les sorciers et vive la science!